Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Avant toute chose, je voulais saluer le président de la COSO, M. Youssef Bouznadak. Je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, pour être à l'initiative de cette signature de convention. Je voulais, si vous me permettez, en quelques secondes, remercier l'ensemble des personnalités qui nous font l'honneur d'être présents ici, notamment le conseiller auprès du président de la République, ainsi que le président de la BEF, aussi la présidente du CNESE, la directrice générale de la GCE, la représentante auprès du ministère des Startups, ainsi que les représentants de la Banque d'Algérie, aussi du ministère des Finances et l'ensemble des représentants institutionnels, DG, PDG des banques, etc. Alors, nous allons voir ensemble, en quelques minutes, je vais vous faire un petit exposé qui va se présenter sous forme de keynote d'une quinzaine de minutes, où on va explorer ensemble, à travers un voyage, justement, de l'impact économique du digital sur la finance dans le monde. Et vous allez voir que ça a un rôle extrêmement important dans l'économie mondiale. Alors, je demande juste à la régie si on peut me mettre à l'écran, si on peut me diffuser le PowerPoint en question. Parfait, merci beaucoup. Si on peut juste un petit peu assombrir la salle comme tout à l'heure, parce que vous allez voir, on va essayer de faire un petit voyage ensemble. Alors, bienvenue dans le nouveau monde, ce nouveau monde que vous connaissez tous, qui est aujourd'hui caractérisé par l'ultra-connectivité, la 5G, l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, j'ai voulu, à travers cette keynote, essayer de vous faire réfléchir sur l'époque dans laquelle nous vivons, qui va être bouleversée par des impacts conséquents. Et c'est pour ça que j'estime que nous sommes une civilisation fascinante, la civilisation humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes les êtres vivants les plus intelligents de la planète. Nous sommes aussi dotés d'une diversité culturelle, d'une intelligence hors du commun. Et nous sommes capables de communier ensemble. Nous avons aussi été l'objet, nous avons créé les plus belles inventions, mais nous sommes aussi capables du pire et d'autodestruction. Et c'est pour ça que la technologie aujourd'hui, elle revêt un caractère extrêmement important, d'abord civilisationnel. Alors, il m'a suffi de quelques dizaines d'années, même pas un siècle, pour voir l'ensemble des technologies que nous avons créées. Nous avons créé des innovations qui ont changé la face du monde, notre manière d'observer, notre manière de voyager, notre manière de consommer, mais aussi notre manière de nous déplacer, les industries que nous avons créées, mais aussi les buildings que nous avons construits. Et quand vous prenez un peu de recul et que vous observez le monde, vous dites que de chemin parcouru en un siècle. Nous avons réussi en quelques années à avoir un progrès fulgurant que nous n'avons jamais réussi à faire en l'espace de 3 millénaires. Alors, souvent on pose la question, et d'ailleurs il y a une étude très sérieuse du cabinet BCG, Boston Consulting Group, qui s'est demandé quelle était l'invention qui a bouleversé l'humanité. Donc certains se sont dit, est-ce que c'est l'imprimerie au XVIe siècle qui a révolutionné la transmission de la connaissance? Est-ce que c'est l'électricité avec Thomas Edison et Nikola Tesla qu'on a tendance à oublier? Ou est-ce que c'est le moteur à combustion, et vous allez le voir, qui a pu donner naissance justement à nos moyens de transport modernes, terrestres, maritimes et aériens? Et vous savez quelle est la première réponse qui revient constamment dans la réponse des interrogés? C'est évidemment Internet et le numérique. Nous avons aujourd'hui un monde qui est totalement métamorphosé grâce à Internet. Nous avons 5,8 milliards d'utilisateurs d'Internet. Vous avez 37 milliards d'appareils connectés, ce qui équivaut à 4 appareils par individu. Vous avez aussi 92% des entreprises dans le monde qui utilisent quotidiennement Internet. C'est devenu peut-être la ressource la plus importante, encore peut-être mieux que l'électricité. Et également la naissance des réseaux sociaux, qui a modifié notre manière d'interagir et de communiquer. Il a fallu 30 ans pour connecter 2 milliards d'individus. Vous savez, il va falloir uniquement 36 mois pour connecter 2 milliards d'individus supplémentaires. C'est pour vous montrer à quel point la technologie évolue très vite grâce à la fibre optique, à la 5G, etc. D'ailleurs, sans Internet et son numérique, 30% de PIB n'aurait pu être généré à travers le monde. C'est pour vous dire qu'un tiers du PIB mondial est généré grâce aux outils numériques et Internet. Et voyez ce petit geste que vous faites tous quotidiennement lorsque vous scrollez sur votre smartphone à métamorphoser le monde. Non pas que d'un point de vue économique, mais aussi même dans notre perception du monde et notre rapport au monde. Et tout ça, c'est l'œuvre du XXe siècle.
Et vous allez comprendre que le XXe siècle, c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise l'époque dans laquelle nous vivons. Et vous savez, le XXe siècle, c'est quoi? C'est le siècle de la décolonisation. C'est le siècle des grandes guerres. C'est le siècle aussi des grandes catastrophes et des progrès techniques. C'est aussi le siècle des bouleversements géopolitiques avec l'effondrement du mur de Berlin. Aussi le siècle des grandes figures historiques avec Martin Luther King, Fidel Castro, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui caractérise véritablement le XXe siècle, selon vous? Vous avez deux phénomènes socio-économiques très importants qui ont été accélérés et exacerbés au XXe siècle. C'est la mondialisation et surtout la financiarisation du monde. Voilà ce qui caractérise le XXe siècle et qui a débouché sur ce que nous vivons actuellement. Et ces deux phénomènes socio-économiques n'auraient pu exister sans la révolution numérique. Voilà ce qui s'est passé grâce au digital à travers le monde, la mondialisation et la financiarisation du monde. Et vous connaissez tous les 5 révolutions industrielles, donc la production mécanique, la production de masse, la production automatisée, l'arrivée des nouvelles technologies, mais aussi la coopération entre l'homme et la machine qui est caractérisée par l'intelligence artificielle. Mais vous savez, on est en train d'arriver progressivement vers une 6e révolution industrielle et c'est celle-là que l'on doit prendre, nous, en compte, qui est celle de l'ordinateur quantique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le PDG de Google, qui s'appelle Sundar Pichai. Il n'est pas en train de poser devant un réacteur d'avion, c'est le premier ordinateur quantique. Donc je vous invite après à regarder ce que c'est. C'est formidable parce que ça utilise des techniques de mécanique quantique et qui va permettre de traiter des milliards et des milliards de données. Et d'ailleurs, l'ordinateur quantique va permettre une cryptographie évoluée dans le domaine de la finance et donc sécuriser les transactions financières, également modéliser et simuler des systèmes complexes comme la météorologie, comme la création par exemple de phénomènes astronomiques, etc. Mais aussi va permettre la généralisation de l'IAG, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. Alors on le sait très bien, le digital a impacté le secteur des télécoms, le secteur de la santé, le secteur du transport, également le secteur du tourisme et également des services, de l'industrie, du retail et du commerce de proximité, mais surtout a impacté votre secteur d'activité, mesdames et messieurs, le secteur financier et bancaire. Et j'inclurai également les assurances. C'est en cela que c'est une véritable révolution dont il faut prendre conscience parce que le numérique va non seulement vous offrir des opportunités, mais également vous imposer des défis et des challenges extrêmement importants. Alors, le développement du numérique a eu 4 impacts significatifs. D'abord, ça a permis de nouveaux débouchés, de nouveaux canaux de distribution de l'offre financière. C'est également a permis, en fait, à bouleverser les usages des consommateurs, a aussi permis de faire émerger de nouveaux acteurs qui étaient éloignés du domaine de la finance. Voici les 4 impacts significatifs, justement, du numérique dans le domaine de la finance. Et celui qui symbolise cette révolution justement technologique au début des années 2000, c'est PayPal. Vous imaginez un acteur qui est très éloigné du monde de la finance, qui aujourd'hui a réussi à disrupter justement ce secteur d'activité. Et la digitalisation de la finance a permis l'émergence justement des fintech, du crowdfunding, de la blockchain, des crypto-monnaies et des néobanques. Est-ce que vous arrivez à imaginer aujourd'hui qu'une banque qui ne possède aucune agence, aucun locaux, arrive à proposer une offre financière à des particuliers, des professionnels, sans jamais les rencontrer? Et c'est en cela que, justement, le numérique est un danger, mais aussi, encore une fois, une opportunité extrêmement importante pour les acteurs financiers. D'ailleurs, 30% de l'offre financière dans le monde émane du numérique. C'est-à-dire que vous avez 30% qui est accaparé par des acteurs du numérique. Là, vous avez une opportunité, mais aussi un challenge. Et surtout, qu'est-ce que ça a permis, le numérique? C'est la désintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une offre financière, une demande financière, et vous allez avoir des acteurs économiques qui vont pouvoir bypasser, si je peux me permettre cette expression, et donc contourner l'acteur classique, l'acteur, on va dire, historique qu'est la banque. Et c'est en cela que vous devez évidemment vous préparer et contrecarrer ces offres-là en proposant justement de la digitalisation, de la numérisation, etc. Alors juste pour information, en 20 ans, 50% des agences bancaires ont fermé au Royaume-Uni. Mais dans le même temps, 500 000 emplois ont été créés dans le domaine de la finance. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Schumpeter,
pour ceux qui ont fait de l'économie. La destruction créatrice. On détruit des emplois pour en créer d'autres. Là, je voulais vous montrer à quoi ressemblait Wall Street dans les années 20. Donc vous vous souvenez, à l'époque, nous étions très loin de l'époque digitale, donc vous aviez des agents de courtage qui passaient des ordres de bourse à travers ce qu'on appelait la criée. Donc en fait, qui criaient véritablement pour passer des ordres d'achat et de revente. Donc il y avait une cacophonie indescriptible dans les salles de marché et justement ça laissait place aux délits d'initiés, à la fraude, aux connivences, etc. Regardez ce qui s'est passé 70 ans plus tard. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui Wall Street. Tout est numérisé, tout est digitalisé. Vous avez des cotations en instantané, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez, avec votre smartphone, passer des ordres de bourse instantanément, sans même vous déplacer de chez vous et suivre les cours depuis chez vous. Et surtout, vous avez ces écrans digitaux qui justement, vous donnent les valeurs sur place, instantanément, quotidiennement. Et puis surtout, vous avez maintenant que 2 boutons, Sell and Buy. Acheter ou vendre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'après les spécialistes et les experts, vous vous souvenez de la fameuse crise de 1929 qui a vu s'effondrer la bourse américaine, n'aurait pu exister s'il y avait le numérique, parce qu'on aurait pu justement anticiper des mouvements de marché pour éviter cette crise financière. D'ailleurs, c'est elle qui a débouché quelque part sur la Seconde Guerre mondiale. Quand vous revoyez l'histoire, c'est de là qu'émane véritablement la fameuse crise des années 30 et des années 40. Alors, quel impact a le digital justement sur la finance? Vous allez le voir, et dans le milieu boursier, c'est depuis l'avènement de l'informatique, c'est 200% d'introduction en bourse depuis 1990. C'est 85% de rendement supplémentaire pour les investisseurs. Et c'est également, c'est très important pour l'autorité de régulation, 77% en moins de délits d'initiés et de fraude. Et ça rapproche aussi les investisseurs avec les demandeurs, et c'est qui contribue à réduire l'écart de prix. Donc vous êtes sur des prix plus justes. Et puis en matière d'emploi, le numérique a permis dans le milieu boursier et financier d'augmenter les recrutements de plus 35%. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement une opportunité dans le domaine financier. Et puis, je voulais qu'on s'attarde sur cette statistique que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Regardez, là, vous avez l'évolution des indices boursiers américains depuis 1920. Et on va regarder une période. Donc, vous voyez, on part ici. Et regardez ce qui se passe à partir des années 80, à l'époque où on commence à déréglementer, déréguler le secteur boursier et financier. Vous avez le crash de 1987, et puis on a introduit l'informatisation et la numérisation des places boursières. Qu'est-ce qu'on regarde? Une explosion de l'indice boursier. Hormis quelques crashs, on va dire, conjoncturels, notamment avec l'explosion de la bulle Internet, la crise des subprimes, mais vous avez vu l'explosion. Et je pense qu'à terme, c'est ce qui risque de se passer en Algérie, notamment sur notre place boursière. Le numérique va certainement induire, justement, à dynamiser le marché. On continue, et puis la vraie révolution, ça a été la révolution du trading à haute fréquence. Qu'est-ce que le trading à haute fréquence? En fait, ce sont des ordinateurs qui vont être paramétrés avec des millions d'algorithmes, et ces ordinateurs vont passer des ordres de bourse automatiquement, sans l'homme, dans un laps de temps très court. Et en fait, qu'est-ce que va faire l'ordinateur? Il va repérer un écart de prix entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action, va passer un ordre d'achat ou de vente, générer un gain minime, c'est quelques cents, mais démultiplié sur plusieurs milliers d'actions, vous allez avoir des millions de dollars de gains. Et en fait, le trading à haute fréquence, c'est 50 à 60% des transactions financières aux États-Unis. Donc pour les défenseurs de ce type de bourse, c'est que d'abord, ça améliore la liquidité du marché, ça permet de créer également une dynamisation des achats et de revente des actions, mais pour les détracteurs, c'est que ça crée une certaine volatilité. C'est pour ça que l'être humain et l'homme doivent toujours être au centre de tout projet de transformation numérique. On ne peut pas laisser faire la machine toute seule. L'autre apport du digital dans la finance, vous le savez très bien, donc c'est participe à l'inclusion financière, aide à la bancarisation, augmente le PNB dans le secteur financier, parce qu'il faut savoir, nous avons un pays très vaste, et dans ce pays très vaste, vous allez avoir des personnes qui sont éloignées d'une agence bancaire, qui sont éloignées d'un bureau de poste. Et c'est là où le numérique va jouer un rôle d'inclusion financière. Vous allez avoir des endroits où il n'y a pas d'électricité, mais il y a du réseau. Il n'y a pas de gaz, mais vous captez la 4G. Et c'est en cela que la numérisation du secteur financier est extrêmement importante. Et puis le numérique répond aussi à un impératif très important. On n'en parle pas assez souvent et j'aimerais qu'aujourd'hui on l'évoque.
c'est celui justement de répondre aux impératifs et aux aspirations des nouvelles générations. Il faut savoir que d'ici 6 ans, vous allez avoir 3 milliards d'individus qui seront nés en 2010, c'est-à-dire la génération alpha. Et cette génération est ultra connectée, elle est instruite, elle est trilingue, et elle est née avec un smartphone entre les mains. Et cette génération, 50% d'entre elles va vivre en dehors de son pays d'origine. C'est pour vous dire qu'il faut répondre aux aspirations de cette jeunesse. Et l'intelligence artificielle alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient ? Je me suis posé la question, est-ce que l'IA va faire disparaître les IEB et les banques? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Non, vous ne disparaîtrez pas, mesdames et messieurs. Votre métier va être mis à rude épreuve, certainement, mais vous ne disparaîtrez pas. Pourquoi vous ne disparaîtrez pas? Pour la simple raison, c'est que dans vos métiers, surtout dans le domaine de la finance, il faut un instinct, il faut une réactivité. En fait, il ne faut pas d'intelligence, il faut de la conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de créer de l'intelligence artificielle, mais on n'arrivera pas, et c'est mon avis, à créer une conscience artificielle. Vous voyez? Et c'est pour ça que dans le milieu des marchés, dans le milieu de la banque, etc., on a toujours besoin de comprendre la psychologie humaine. Aujourd'hui, la machine n'est pas capable de reproduire la psychologie humaine. Les 4 enjeux du numérique dans le secteur financier, bien évidemment, j'en ai repéré 4. Vous avez l'enjeu technologique, il faut que l'on soit à la pointe des dernières évolutions technologiques pour justement il faut qu'on soit compétitif, qu'on ait des gains de productivité. Vous avez aussi un enjeu sociétal, puisqu'il faut ce numérique doit être inclusif. Vous avez aussi un enjeu humain, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi former des équipes, faire monter en compétence vos collaborateurs, et puis un enjeu réglementaire, c'est aussi le rôle de la COSOB, justement d'adapter la réglementation à ces évolutions technologiques. Et puis aussi, je voulais lancer un challenge à M. Bouznada et lui dire, est-ce qu'on est capable de faire d'Alger la première place boursière en Afrique du Nord d'ici 2035 ? Donc vous avez 11 ans, M. Bouznada, pour faire d'Alger la première place financière d'Afrique du Nord. En fait, le but, ce n'est pas d'avoir des volumes d'échanges énormes, mais plutôt des valeurs d'échange qui soient intéressantes. Donc si on a 3-4 cotations par an, c'est-à-dire 3 ou 4 introductions, pourquoi ne pas avoir d'ici 10 ou 15 ans une place boursière qui soit très dynamique. Et je voulais finir là-dessus, vous connaissez tous ce monsieur qui pour moi est une figure du XXe siècle, qui est à l'origine de la loi de la relativité, qui disait ceci: l'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. C'est qu'il avait compris déjà à son niveau, à l'époque, que toute aventure technologique pouvait être aussi une arme à double tranchant pour l'humanité. Parce que quand il a découvert l'atome, il ne pensait pas que l'humain allait en faire une arme nucléaire. Il voulait à la base proposer une énergie abondante à l'humanité. Je vous remercie, mesdames et messieurs.